Bonjour à tous. Oui, je m'excuse tout d'abord parce que c'est la première fois que je fais une intervention en français, donc je m'excuse un peu parce que je vais la lire déjà et pour mes erreurs, pour mon accent, mais n'hésitez pas à poser des questions à la fin si il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon. Euh, L'historien iranien Sabra Zabi a défini la position internationale de l'Iran pendant la guerre froide comme un non-alignement de facto au sein d'une alliance pro-occidentale. Cette définition met sans doute trop l'accent sur l'autonomie dont l'Iran commençait à bénéficier à la fin des années 60. Cependant, elle reflète bien les nuances de la position de Téhéran vis-à-vis des deux superpuissances. Elle reflète aussi les limites dans les tours de sa politique étrangère dans la période allant des années 40 aux années 80, qui se concentre uniquement sur la relation patron-client de l'Iran avec Washington. Contrairement à beaucoup de pays de tiers-monde, l'Iran n'a jamais été une colonie. Néanmoins, l'histoire moderne du pays a été marquée par un passé de domination semi-coloniale en raison de l'influence des empires britanniques et russes depuis le XIXe siècle. Situé à la tête du golfe Persique, le pays offrait tout au long de l'année l'accès aux mers chaudes à la marine russe. Pour les Britanniques, la Perse a servi à la fois de port d'entrée et de tampon défensif pour les possessions et les ressources précieuses en Inde et en Orient. Cette influence a laissé un héritage de suspicion à l'égard des ambitions des grandes puissances, mais aussi un sentiment de frustration envers ces aspirations nationalistes brisées, éléments qui ont survécu à la fin de l'âge des empires et ont continué à imprégner la politique internationale de l'Iran pendant et après la guerre froide. Elle a également renforcé la sensibilité iranienne au sujet de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Ces sentiments auront un impact significatif sur l'attitude de Téhéran vis-à-vis des deux superpuissances. Ils amèneront l'influence du pays pour toute menace envers son indépendance politique et économique dans le contexte de la rivalité bipolaire. Dans le même temps, la guerre froide a beaucoup renforcé l'importance stratégique et les poids de Téhéran. C'est un aspect que le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, a su exploiter, en particulier dans ses relations militaires avec Washington. En d'autres termes, la guerre froide était une période d'insécurité fluctuante pour l'Iran, mais cette situation n'était pas sans avantage. Donc, mon intervention aujourd'hui se concentrera sur la période allant de la fin des années 40 à la Révolution. C'est en effet sur le règne de Shah Mohammad Reza Pahlavi que la politique étrangère de l'Iran était dominée par la confrontation bipolaire et par les relations avec les deux superpuissances. Nous nous intéressons donc aux éléments clés des relations américaines et iraniennes tout au long des différentes phases de règne de Mohammad Reza Pahlavi. Nous aborderons ensuite brièvement la période qui a suivi la Révolution jusqu'à la fin de la guerre froide. Cela nous permettra de mettre en évidence les grands changements introduits par l'établissement de la République islamique dans les relations de l'Iran avec les deux superpuissances. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, depuis le XIXe siècle, l'Empire britannique et la Russie tsariste ont exercé une influence quasi-coloniale sur l'Iran. Cette influence a beaucoup réduit dans les faits l'indépendance économique et politique de l'Iran. Les États-Unis, en revanche, avaient toujours refusé de s'impliquer dans les affaires du pays. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et l'emplacement stratégique de l'Iran ont modifié cette situation, attirant ainsi les Américains réticents dans la politique iranienne. Tout au long du conflit, l'attention américaine pour l'Iran était principalement liée à l'importance logistique du pays dans l'alliance entre les États-Unis et l'Union soviétique, au rôle croissant du pétrole dans l'économie mondiale et à la nécessité d'utiliser les bases militaires situées dans la région, notamment en Arabie saoudite. Pourtant, Washington s'était engagé en présence limitée et ponctuelle. Alors que le second conflit mondial prenait fin et que la guerre froide commençait à s'établir,
l'Iran, sous la domination de Shah Mohammad Reza Pahlavi, voulait jeter les bases d'une relation durable avec Washington. En même temps, le jeune monarque espérait que les États-Unis agiraient comme un contrepoids à la Grande-Bretagne et à l'Union soviétique. Les États-Unis étaient une puissance éloignée et n'avaient jusqu'à là jamais eu d'ambition impérialiste vis-à-vis de l'Iran. Ces choix n'impliquaient donc pas, selon le Shah, le rétablissement d'une domination occidentale dans le pays. La suite montrera que ces espoirs devaient être déçus. Bien que l'emplacement de l'Iran et la présence de grandes réserves de pétrole continuaient de garantir l'importance du pays dans le contexte de la guerre froide, la nature de l'engagement américain dans d'autres régions du monde incitait Washington à adopter une politique de profil bas vis-à-vis de l'Iran. Malgré le rôle crucial des États-Unis dans la retraite des forces soviétiques du nord du pays en 1946, Téhéran a très peu bénéficié de l'aide militaire et économique accordée par Washington dans le cadre de la doctrine Truman. Donc on parle de la deuxième moitié des années 40. La nature de la participation américaine en Iran devait changer qu'en réponse à la crise pétrolière de 1951-1953 et au coup d'État d'août 1953. Ces crises, avec la révolution de 1979, ont particulièrement défini l'évolution de la relation entre Washington et Téhéran, et notamment de ces crises qu'on va parler pendant cette intervention. Au printemps 1951, le Parlement iranien a adopté un projet de loi nationalisant l'industrie pétrolière du pays, qui était jusqu'à là dominée par la compagnie britannique Anglo-Iranian Oil Company. Parmi les promoteurs et les partisans les plus efficaces du projet de loi, il y avait le leader nationaliste et futur Premier ministre Mohammad Mossadegh. Je suis sûre que vous connaissez très bien. Mossadegh s'attendait à recevoir le soutien américain pour libérer l'Iran de l'influence britannique, puisqu'il avait déjà bénéficié d'un tel appui pour l'évacuation des troupes soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. C'est le retrait dont on parlait tout à l'heure de 1946. Cependant, la confrontation entre la Grande-Bretagne et l'Iran a placé les États-Unis devant un dilemme. D'une part, les États-Unis ne pouvaient pas ignorer les intérêts de la Grande-Bretagne, qui était leur plus proche allié en Occident. D'autre part, ils avaient leur propre intérêt pétrolier au Moyen-Orient, qu'ils voulaient préserver, encore une fois, notamment en Arabie saoudite. De troisième part, le gouvernement américain considérait le nationalisme iranien comme un rempart contre le communisme et craignait que l'Iran ne tombe dans un régime communiste si le gouvernement nationalisme de Mossadegh ne parvenait pas à atteindre ses objectifs et perdait le pouvoir. C'est un peu la structure classique de la guerre froide, en fait. Cette peur d'une intervention communiste à la suite on dira par conséquence, la faiblesse d'un gouvernement nationaliste. C'est la même chose qui arrive en Égypte, c'est la même chose qui arrive dans des autres pays, en Vietnam par exemple. Lorsque Londres a imposé un boycott sur les pétroles iraniens en réaction à la nationalisation, certaines compagnies américaines ont rejoint l'Anglo-Iranian Oil Company. Donc, dans un côté, on dira, commercial économique, la décision américaine est plutôt claire depuis le début. Pourtant, les États-Unis restaient réticents à intervenir directement dans la politique iranienne. Entre 1951 et 1952, le gouvernement américain, avec la Banque mondiale, a tenté de résoudre la crise par des négociations. Mais ces tentatives ont échoué. Donc il y a un engagement diplomatique plutôt important des États-Unis dans la première partie de la crise, mais sans avoir l'effet souhaité. À fur et à mesure que la crise évoluait, la dégradation de la situation économique de l'Iran et la crainte d'une prise de pouvoir par les communistes ont progressivement incité les États-Unis à adopter une approche interventionniste.
Ces changements de politique s'étaient accélérés avec l'élection du républicain Dwight Eisenhower à la présidence des États-Unis. Donc on est à la fin de 1952. Eisenhower a autorisé une opération secrète préventive pour écarter Mossadegh avant que Moscou ne puisse avoir l'occasion de le faire. Donc c'est ça un peu le grand changement de politique des États-Unis, accéléré par l'élection d'Eisenhower et qui se traduit dans les faits par le coup d'État d'août 1953. Le coup d'État était la première opération secrète exécutée par Washington dans un pays de tiers-monde. Ça, c'est très important parce que ça nous montre aussi l'importance de la crise en Iran par rapport à la guerre froide et par rapport à la politique étrangère des États-Unis plus en général. Il a marqué une évolution significative dans l'importance stratégique et militaire de l'Iran dans la guerre froide. Il a établi le Shah en tant que seul dirigeant légitime de l'Iran. En même temps, il a fortement sapé sa légitimité intérieure en tant que leader indépendant. Donc, vis-à-vis des Iraniens, ces coups d'État sera un peu vu comme la fin des espoirs d'avoir un dirigeant vraiment indépendant vis-à-vis des deux superpuissances. Suite au coup d'État, le peuple iranien a commencé à accuser les États-Unis d'ingérence illégitime dans la politique iranienne et de sabotage délibéré de la première expérience démocratique réelle dans l'histoire de l'Iran. Et ça, c'est une façon d'expliquer, de raconter le coup d'État qui est encore dominante dans la lecture iranienne de leur passé récent, on dirait. Ces allégations imprégneront les relations pendant des décennies et constitueront un sujet de débat intense entre Washington et Téhéran tout au long de la guerre froide et même après. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec la restauration de Shah, la politique étrangère iranienne a subi une réévaluation rigoureuse qui a abouti à une alliance formelle avec l'Occident. Ce nouveau cap peut être attribué à plusieurs choses. Premièrement, à l'échec de la tentative iranienne de faire contrepoids à l'influence britannique et soviétique en se servant de Washington. Deuxièmement, au besoin d'un nouveau régime en matière de sécurité intérieure et de nouvelles sources de soutien. Troisièmement, à l'initiative américaine visant à compléter une série de pactes de défense anti-soviétiques. En 1955, l'Iran était inclus dans un système d'alliance régionale pro-occidentale, le fameux pacte de Bagdad, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la région. Dans le même temps, Washington décide d'augmenter considérablement ses aides économiques et militaires à Téhéran, aides que les États-Unis considèrent comme le principal outil d'influence politique dans leur alliance avec le pays. Cette ligne de conduite s'appuie sur ce qui a été appelé, et je cite, la prémisse de Pahlavi, c'est-à-dire la corrélation triangulaire et indissoluble entre trois facteurs. Le soutien au régime de Pahlavi, donc au Shah comme seul dirigeant légitime du pays, les intérêts économiques et stratégiques américains de la région, donc le pétrole qu'on a mentionné tout à l'heure, mais aussi les intérêts économiques plus en général, le commerce et tout ça. Et l'indignement de l'Union soviétique. Donc on voit un peu mis ensemble tous les pièces de puzzle dans un sens. On a les intérêts pétroliers, les intérêts économiques, mais aussi les intérêts géopolitiques, notamment l'indignement de Moscou. Malgré les différences inévitables de style et d'approche entre les 6 présidents américains qui ont traité avec le Shah entre 1953 et 1979, cette prémisse a servi de pierre angulaire à la politique de Washington à l'égard de l'Iran jusqu'à la révolution de 1979. Comme l'a bien démontré James Beall, un des commentateurs les plus connus de l'histoire des relations entre Washington et Téhéran, la prémisse de la suprématie Pahlavi domine jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de Pahlavi sur lequel les États-Unis pouvaient s'appuyer. Entre 1950 et 1965, les États-Unis ont fourni à Téhéran 700 millions de dollars pour renforcer ses capacités militaires. Ainsi,
En 1978, donc on est jusqu'avant la Révolution, l'armée iranienne occupait le 5e rang mondial en termes de force de frappe et de taille. Et l'Iran était devenu donc une puissance régionale. Dans le même temps, les États-Unis ont vu leur rôle dans le pétrole iranien augmenter de manière significative. Le nouvel accord pétrolier d'octobre 1954, donc juste après le coup d'État de Mossadegh, a établi un consortium international dans lequel les compagnies pétrolières américaines détenaient un total de 40% des actions, au détriment de la compagnie pétrolière anglo-iranienne, devenue maintenant la British Petroleum Company. Dans ce sens, l'accord a marqué un changement important dans le rôle des États-Unis en Iran, signalant le progrès de leur intérêt dans le secteur énergétique du pays, comme on a dit, au détriment des Britanniques. Donc il y a aussi un changement au niveau des puissances des références dans les régions. Ce n'est plus les Britanniques, maintenant c'est plutôt les Américains. Durant les années 60, la consolidation politique et économique de l'Iran a permis à Mohammad Reza Pahlavi de jouir d'une autonomie croissante vis-à-vis ses opposants politiques intérieurs et également l'allié américain. Au milieu de la décennie, l'assertivité de Shah, sa politique régionale ambitieuse, les revenus pétroliers en plein essor et les dépenses militaires croissantes ont conduit à un abandon définitif de la perception de l'Iran comme un pays faible, comme à la sortie de la crise de 1953. Ces changements ont rendu nécessaire une reformulation de la politique américaine envers le régime de Shah. Les tendances de la relation ont commencé à subir une transformation substantielle. La relation de mécénat laissant place à une collaboration plus égalitaire. Le Shah prenait le rôle de partenaire confiant en soi, désireux de poursuivre son propre programme national et international. Ça, c'est très important. Cette idée de Shah qui commence vraiment à avoir confiance en soi-même, capable de gérer ses relations avec les deux poids et puissance d'une façon complètement différente par rapport aux années 40, aux années 50. Ces changements impliquaient la diminution de l'influence de Washington sur la conduite du Shah sur la scène mondiale, ainsi qu'un déclin constant de son rôle dans les affaires intérieures iraniennes. Le réajustement de la collaboration militaire entre Washington et Téhéran et la nature de partenariat établi entre l'Iran et l'Union soviétique, dans l'autre superpuissance, sont les processus qui, plus que d'autres, symbolisent le changement d'équilibre qui a eu lieu au cours de la décennie des années 60. Au milieu des années 60, l'industrialisation iranienne était bien en marche grâce aux revenus pétroliers. L'Iran était prêt à prendre en charge ses propres besoins militaires et à contribuer à la défense occidentale dans la région. Les résultats économiques impressionnants du pays et la perception de sa stabilité politique fournissaient les garanties requises par Washington pour commencer la réduction progressive du programme de subventions militaires et enclencher la transition vers un système de vente intergouvernemental. Le programme d'aide militaire des États-Unis prit donc fin en 1969, tandis que les ventes intergouvernementales ont cru de façon soutenue dans la seconde moitié de la décennie. Le changement progressif de la nature des relations militaires entre les deux pays a été la condition qui a permis l'accroissement massif de forces armées de l'Iran dans les années 70, dont on parlera plus en détail après. L'évolution des relations entre l'Iran et l'Union soviétique démontre également la confiance croissante de Shah et les transformations de dynamique entre les États-Unis et l'Iran dans la seconde moitié des années 60. Contrairement à beaucoup d'autres alliés des Américains dans le tiers-monde, l'Iran de Pahlavi n'a jamais remis en question son alignement pro-occidental. En outre, le Shah n'a jamais cru au non-alignement, et lorsqu'il s'est approché du neutralisme, il l'a fait principalement dans l'espoir de bénéficier d'une augmentation de soutien américain, de soutien militaire de Washington. Donc ça, c'est très important pour mieux comprendre
la valeur des relations lancées avec l'Union soviétique dans les années 60. Pourtant, malgré son anticommunisme avéré, l'Iran est devenu en 1962 le premier allié américain à promettre à l'Union soviétique qu'aucune puissance étrangère ne serait autorisée à établir des bases de missiles sur son sol. De plus, en 1967, l'Iran est devenu le premier membre d'une coalition occidentale militaire à conclure un contrat d'armement avec Moscou. Ça aussi, c'est très important et plutôt ignoré quand on pense à l'Iran pendant la guerre froide. Le rapprochement avec l'Union soviétique a permis au Shah d'obtenir le soutien de Moscou à son régime, privant le Parti communiste iranien de son allié extérieur. Donc c'est ça. C'est une initiative avec beaucoup de conséquences, même sur le côté intérieur. Il a également été utilisé par Mohammad Reza Pahlavi pour jouer dans la balance des négociations avec Washington, en particulier dans le domaine de vente militaire. Ces démarches ont marqué l'intention de Téhéran de tirer pleinement parti de la multipolaire émergente de la guerre froide, dans laquelle les États de taille moyenne les plus importants, parmi lesquels l'Iran, pouvaient exercer des pressions considérables sur les deux superpuissances. Elles illustrent également la transformation de l'Iran d'un faible État client dans la guerre froide, comme l'a connu un peu en occasion de la crise de 1953, à un atout régional fiable. Cela a eu de profondes conséquences sur l'attitude de Shah envers son allié américain. Plus Mohammad Reza Pahlavi devenait fort, plus il se permettait de résister à l'influence américaine. Et moins les États-Unis étaient disposés à le contrarier. Ça, c'est très important par rapport à la fin des années 60 et ça deviendra encore plus important pour mieux comprendre les années 70 et la révolution même. À la fin de la décennie, l'intensification des tensions en Moyen-Orient à la suite de la guerre des 6 jours, dont on vient de parler, la chute de l'Empire britannique, la détérioration des relations entre l'Occident et certains pays producteurs de pétrole ont tous contribué à modifier de façon significative l'équilibre régional. Deux conséquences en ont découlé. D'une part, le champ était libre pour la mise en place de la politique stratégique du président Nixon. D'autre part, et dans cette ligne, l'Iran a pu débuter sa métamorphose en gendarme du Golfe, rôle que le pays a joué jusqu'à la chute de Shah en 1979. C'est une expression peut-être que vous avez déjà entendue, cette expression de gendarme du Golfe. La doctrine Nixon a traduit la revalorisation du rôle de l'Iran dans la région et dans la guerre froide en une politique concrète. Le principal objectif de cette nouvelle politique était de retrouver des partenaires locaux capables, en cas d'hostilité, de protéger les intérêts américains, sans pourtant nécessiter la participation directe des États-Unis. La nouvelle approche a trouvé une application directe et dans une certaine mesure modèle dans le Golfe Persique et plus particulièrement dans les relations américano-iraniennes. Du côté iranien, le Shah et son entourage n'avaient jamais remis en question la nécessité d'établir sa primauté dans le Golfe après le retrait de l'armée britannique. Donc les Iraniens étaient tout à fait prêts à prendre ce rôle de gendarme du Golfe et des protecteurs des intérêts occidentaux dans la région. Dans la région. Le lancement de la doctrine Nixon et l'appui la primauté iranienne dans le Golfe requérait une amélioration substantielle dans l'arsenal de pays. Amélioration dans laquelle les États-Unis devaient jouer un rôle crucial. Les voyages de Nixon à Téhéran en 1972 marquent un tournant dans les négociations de l'augmentation de ventes d'armes.
Pendant cette visite, le président américain a offert une revalorisation importante de la fourniture de matériel militaire américain à Téhéran. Quelques mois plus tard, le secrétaire d'État Henry Kissinger a fait savoir aux différents départements que désormais, les décisions concernant l'acquisition d'équipements militaires devaient être laissées principalement au gouvernement iranien. C'était la carte blanche, ou plutôt le chèque en blanc, que le Shah attendait depuis longtemps. La promesse de Kissinger a été tenue par les présidents républicains et par ses successeurs. Au milieu des années 70, les États-Unis vendaient plus d'armes à l'Iran qu'à n'importe quel autre pays. Ça aussi, c'est très important. L'Iran était le premier pays à recevoir des fournitures d'armes par les États-Unis. Au même temps, la nouvelle administration républicaine renonçait à toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran. Comme l'a dit un commentateur, la façon dont le Shah dirigeait son pays était son affaire. Ce qui importait à l'administration Nixon était la contribution que l'Iran pouvait apporter aux stratégies américaines d'endiguement. C'est un peu la doctrine Nixon qu'on a évoquée tout à l'heure. Néanmoins, les conséquences d'une telle décision sur la dérive autoritaire de régime ne doivent pas être exagérées. C'est pas seulement la manque d'intérêt du président républicain pour la politique intérieure iranienne qui a permis à Mohammad Reza Pahlavi de supprimer toute forme d'opposition politique et personnelle. Si Washington avait essayé de faire pression pour lancer la libéralisation du régime, ces tentatives auraient probablement échoué. Au cours des 15 années précédentes, les termes de l'alliance avaient changé de façon irréversible. Parallèlement, le Shah s'était également transformé de monarque timoré à un autocrate confiant. Au milieu des années 70, la notion d'omnipotence américaine n'était qu'un mythe. Et ça encore, c'est très important pour mieux comprendre le rôle américain dans la révolution de 1979. L'avènement de l'administration Ford, donc on parle au milieu des années 70, a laissé les modèles des relations américano-iraniennes inchangés, au moins en surface. La plus grande source de continuité concernant la politique américaine était Henry Kissinger, qui a constamment travaillé à réaffirmer la primauté iranienne comme la clé de voûte de la politique américaine dans la région. Henry Kissinger était personnellement très proche au Shah Mohammad Reza Pahlavi et a toujours travaillé pour consolider cette relation particulière et préférentielle avec l'Iran. Dans ces cadres, la politique indépendante poursuivie par le Shah sur la scène internationale a commencé à créer des tensions. Une question plus que d'autres a agi comme catalyseur pour les tensions croissantes entre les deux alliés, le prix du pétrole. Donc, comme ça, on va se lier un peu à l'intervention qu'on a écoutée tout à l'heure. Au milieu des années 70, l'Iran avait un déficit très élevé. Le Shah n'avait pas d'autre choix que de défendre à tout prix la politique agressive de l'OPEP, l'alternative étant de risquer l'implosion de sa base de revenus. Les États-Unis, pour leur part, continuaient de faire face aux effets à long terme de la crise du pétrole et à la récession économique qui lui a suivi. Donc, on a des positions qu'on peut dire complètement loin et impossible à réconcilier. Étant donné cette situation, un autre choc pétrolier ou une autre hausse de prix aurait mis en péril les chances de reprise des États-Unis et aurait aggravé la situation des pays alliés, notamment en Europe. En même temps, les liens entre les armes, le pétrole et les droits de l'homme a permis à des voix dissidentes de commencer à se faire entendre au sein de l'administration américaine et de l'opinion publique.
Les critiques croissantes du Shah au sujet de son non-respect des droits de l'homme, de son appétit insatiable pour les armes et de sa position agressive au sein de l'OPEP ont été les thèmes récurrents tout au long de la seconde moitié des années 70. Ils ont été renforcés par la victoire du candidat démocrate Jimmy Carter lors des élections présidentielles en novembre 1976. 76. L'accent mis par Carter sur les liens entre le respect des droits de l'homme et la fourniture d'armement aux pays alliés a alimenté encore les critiques circulant déjà dans l'opinion publique américaine contre le régime de le Shah. Donc il y a un gros mouvement populaire qui commence à mettre en question cette prémisse Pahlavi et ce lien avec le régime de Shah. Il a commencé aussi à faire craindre au Mohammad Reza Pahlavi un changement partiel dans la politique américaine. Pourtant, et ça aussi c'est très important, les propositions de Carter concernaient la politique de Washington à l'égard de ses alliés et notamment de terrain ne se sont jamais traduites par un passage en revue efficace des objectifs américains. Elles n'ont même pas remis en question le principe de base de la prémisse Pahlavi. Donc il y a cette peur par Mohammad Reza Pahlavi d'un changement de politique, mais en fait, l'administration Carter n'a jamais pensé à ça, n'a jamais remis en question la prémisse même. Les changements spectaculaires survenus dans les relations américano-iraniennes au cours de la seconde moitié de la décennie ont été principalement les résultats des transformations internes à l'Iran. Et ici, on commence à s'approcher à la révolution. Dans les années 70, une nouvelle situation ancrée localement et sans rapport avec la guerre froide s'établissait en Iran, posant aussi problème aux États-Unis. À partir du début de la décennie, les recettes pétrolières avaient significativement contribué non seulement aux caisses de l'État, mais aussi à l'ego du Shah. Cela a eu des conséquences profondes et dangereuses pour la gestion économique du pays. En 1974, l'empereur du pétrole avait décidé de doubler les dépenses publiques consacrées à la mise en œuvre d'un 5e plan de développement. Ces objectifs de dépenses mettaient une pression intenable sur les caisses de l'État iranien. Le Shah a réagi à la crise montante en imposant des mesures d'austérité et en lançant un processus de libéralisation. Ces deux choix ont eu un effet contraire aux attentes du Shah, réduisant encore sa base de soutien, l'austérité d'un côté et le tentative de lancer un processus de libéralisation. L'opposition au régime de Mohammad Reza Pahlavi grandissait, mais l'ampleur du problème échappait à l'attention des décideurs américains. À l'automne de 1978, des grèves immobilisaient l'économie et les gouvernements. Donc maintenant, on commence vraiment à discuter la révolution et les conséquences sur la relation avec Washington. Les étudiants prenaient les rues et les manifestations se poursuivaient sans être maîtrisées. En janvier 1979, le Shah a quitté le pays et au début du mois de février, l'ayatollah Khomeini est revenu en Iran accueilli par une foule jubilatoire. Dans l'espace de quelques semaines, cette monarchie de 25 siècles a été remplacée par une république islamique. Et l'alliance entre Téhéran et Washington s'est vue emportée par la ferveur de l'anti-américanisme et de l'anti-impérialisme de la nouvelle élite au pouvoir. Le conflit avec les révolutionnaires s'est accompagné d'un autre événement ayant des implications importantes pour les relations américano-iraniennes. L'assaut sur l'ambassade américaine à Téhéran en novembre 1979. Les sources iraniennes indiquent que les dirigeants du pays ignoraient au début les plans d'assaut. Mais Khomeini s'est empressé d'embrasser le mouvement pour des raisons de politique intérieure. Bien que cet assaut ait contribué à consolider l'emprise des radicaux sur le pays,
Il a également été la source d'une crise politique de l'Iran, obligeant le pays à s'enfermer dans un long isolement diplomatique et causant l'hostilité de Washington. Dans le contexte de la guerre froide, la révolution et la crise des otages semblaient signifier, pour beaucoup d'Américains, la perte de l'Iran à l'influence soviétique. Cette perte était amplifiée par l'invasion soviétique de l'Afghanistan en décembre 1979. Le Kremlin partageait cette interprétation des événements et voyait dans la chute de Shah une opportunité d'améliorer l'état de ses relations avec son voisin du Sud. Les espoirs de Moscou ont été de courte durée. Bien qu'elle ait été éliminée, un des alliés les plus stables de l'Amérique, la révolution n'a pas produit les changements dans l'équilibre régional de pouvoir que Moscou espérait initialement. Dès les premières étapes de sa vie politique, la République islamique n'a pas caché sa détermination révolutionnaire à affirmer son indépendance vis-à-vis des blocs de l'Est et de l'Ouest. En ce sens, le nouveau régime au pouvoir a choisi d'ignorer, ou tout du moins de subordonner la guerre froide à d'autres considérations. Tout d'abord, ces choix reflétaient les différentes priorités et les valeurs des nouveaux dirigeants au pouvoir. Pour les successeurs de Shah, alignement signifiait dépendance et perte d'autonomie. Ils croyaient qu'une politique d'équilibrage et désengagement permettait de mieux servir les intérêts de l'Iran. Ils pensaient aussi que l'islam pouvait répondre à toutes les questions, y compris celles relatives à la sécurité pendant la guerre froide. Dans le même temps, la perte de pertinence du paradigme de la guerre froide a été le résultat de l'implication de l'Iran dans le conflit avec l'Irak. Ce conflit, qui a dominé la politique étrangère de Téhéran pendant la décennie entière, on sait le déclenchement c'est 1980 et la fin c'est 1988. Donc vraiment on comprend l'importance de ces conflits quand on pense à l'Iran dans la guerre froide dans cette dernière période. Ces conflits s'est produit en dehors des modèles de la guerre froide et a renforcé la réorientation de l'attention de Téhéran, qui passe des questions d'ordre mondial bipolaire à des questions régionales et intérieures. La guerre, malgré l'implication inévitable des superpuissances en tant que fournisseurs d'équipements militaires, n'avait pratiquement rien à voir avec le conflit Est-Ouest. Il s'agissait d'une crise locale, régionale, suscitée par des facteurs locaux. Près de 30 ans après la fin de la guerre froide, certains éléments restent inchangés. Les besoins critiques en pétrole, par exemple, ou l'emplacement stratégique de l'Iran. D'autres défis ont changé ou ont été éliminés, comme dans le cas de la menace communiste. Malgré l'importance de ces facteurs, le plus grand héritage de la guerre froide concernant les relations américano-iraniennes est probablement celui des deux événements jumeaux qui, plus que tout, ont façonné les relations de Washington et de Téhéran au cours des 60 dernières années, le coup d'État de 1953 et la crise des otages de 1979-1981. Le souvenir de ces deux événements a empoisonné cette relation pendant des décennies et seule la réalisation de l'accord sur le nucléaire en 2015 a partiellement et temporairement réussi à changer cette situation. Merci beaucoup. Merci. Bah déjà, j'espère c'était plutôt clair. J'espère. Bah, merci beaucoup. Bah, vous êtes un flatteur. Vous
dites que les relations entre les États-Unis et l'Iran étaient coupées en apparence, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu, malgré cette période qui était affichée comme, enfin, comment dire, malgré cette période, on va dire, où les deux parties ne s'aimaient pas beaucoup, il y avait quand même des interventions iraniennes à la demande du gouvernement américain. Ça, c'est pendant quelle période? Entre 79 jusqu'à nos jours. Il y a eu, je pense que, si je ne me trompe pas, il y a eu de l'aide militaire de la part des Iraniens pour les Américains. Peut-être le contraire. Non. Je pense que je me rappelle plus exactement parce que je maîtrise pas, mais à un moment donné, il y avait des interventions en Irak. Oui, je comprends très bien ce que vous dites. Oui. Ils se sont appuyés sur l'aide iranienne. Oui, en Afghanistan aussi, en fait. En Afghanistan aussi. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une collaboration. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai pensé tout d'abord que vous évoquez l'Iran-Contras, donc l'aide militaire américaine vers l'Iran. Non, mais c'est très important, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est vrai qu'après la crise des otages, après la révolution, mais encore plus après la crise des otages, on a un retour des relations diplomatiques formelles, officielles, entre Téhéran et Washington. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment une interruption des dialogues au tout niveau entre les deux pays. Et on a la confirmation de ça, notamment avec l'aide fournie par l'Iran aux États-Unis et aux services secrets aussi des États-Unis en occasion de la guerre en Afghanistan, en 2001, et en occasion de la crise en Irak, donc on part 2003-2004. C'était en fait une forme de soutien, d'aide, surtout au niveau de logistique. Donc, ils ont fourni des informations essentielles pour localiser les forces, surtout les forces talibanes, à côté de la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. On n'oublie pas, on parle de deux pays qui partagent une frontière très importante avec l'Iran. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Mais sûrement, c'était une collaboration, on dit en anglais, under the table, c'est-à-dire un peu cachée par les deux parties, parce que ça se comprend très bien. Mais ça a quand même aidé à relancer le dialogue. Ce n'était pas suffisant pour arriver à l'accord nucléaire qu'on vient qu'il vient de conclure il y a 2 ans, mais il a quand même préparé le terrain. Deuxième chose, on ne doit pas oublier que c'est une collaboration qui aidait les deux parties, en fait. Parce qu'il s'agissait d'une collaboration dont les États-Unis avaient vraiment besoin pour mieux connaître le terrain sur lequel ça jouait un peu la partie avec l'Afghanistan et l'Irak. Mais en même temps, cela a permis à l'Iran de aider les États-Unis dans deux conflits, et d'éliminer un peu les ennemis le pire, on dit, de l'Iran même. Donc, c'était une collaboration clé pour les États-Unis, mais c'était aussi une collaboration qui a bien répondu aux intérêts iraniens en même temps. Pour ceux qui regardent tout le discours en général sur les relations entre les deux pays, moi, je suis tout à fait d'accord en disant que ça a servi beaucoup pour relancer au moins un esprit de dialogue. Il y aura des autres interruptions, notamment avec la réélection de George Bush, donc on parle 2004-2005, et après aussi des difficultés majeures en occasion de manifestations étudiantes en 2009. Donc il y aura quand même des nouvelles interruptions de dialogue en attendant l'accord sur le nucléaire, mais c'est tout à fait important de se rappeler que si on ne voit pas de relations diplomatiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations sur tous les niveaux. Oui, tout.
Oui, ça c'est un aspect un peu ambigu de la politique étrangère iranienne parce qu'on sait bien l'Iran à partir de la chute de Saddam Hussein, donc à partir de début années 2000, a joué un rôle un peu double par rapport à ces conflits parce qu'il a d'un côté, il a beaucoup aidé les forces américaines, comme on disait tout à l'heure, pour mieux connaître la région et pour mieux placer ses forces armées. Mais de l'autre côté, l'Iran a toujours essayé aussi de maintenir, de garder ce qu'en anglais on appelle un managed chaos, c'est-à-dire un chaos, mais quand même gérable. Parce que ça servait beaucoup leur intérêt. Et ce qui se passe maintenant avec Daesh, c'est plus ou moins la même chose. Parce qu'on n'oublie pas, l'Iran est toujours un des alliés les plus proches à la Syrie de Bachar al-Assad. Donc l'Iran ne peut pas se déclarer complètement proche ou allié avec les États-Unis dans ces tentatives d'éliminer Daesh. Mais de l'autre côté, ils ont aussi leur intérêt à voir le terrorisme dans la région diminuer, s'affaiblir. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est très très bien toujours de garder un regard un peu ambigu quand on parle de ces choix de politique étrangère de l'Iran. Vous avez déjà familiarité avec la crise de 1951. Peut-être il y a des questions pour la suite, je ne sais pas. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup chaque fois que je raconte cette histoire, c'est un peu cette idée de voir le changement de chat. Je demande toujours aux étudiants, tout d'abord, il est un jeune monarque, il a toujours peur de soi-même, il a toujours peur même de faire une visite aux États-Unis, il a peur je ne sais pas, d'être vu comme un chef d'État très faible, très susceptible à l'opposition intérieure. Et après, on voit ces changements dans les décennies après, jusqu'aux années 70, quand on voit en fait le chat parler moi, je montre normalement à mes étudiants cet entretien qu'il a fait en BBC en 1974, et il est là tout confiant en soi, et il parle de champs pétroliers en fait, en disant c'est un peu nous qui on commence à vous montrer comment on peut gérer notre politique économique. C'est un peu les parties inverties en fait. Il est là, il essaye un peu de expliquer aux Britanniques comment il faut gérer un pays ou l'économie d'un pays. Et pour moi, c'est toujours très frappant parce que ça montre vraiment, d'un côté, il y a évidemment le revenu pétrolier qui aide beaucoup le chat à gagner cette confiance en soi-même. Mais de l'autre côté, on voit aussi comme il a su jouer un peu la guerre froide à son propre avantage. Et ça, c'est un peu même au niveau de débat parmi les historiens. C'est un peu ça le débat qui sort dans les derniers temps, un peu cette idée de réévaluer le rôle de ces pays, comme je disais tout à l'heure, des tailles moyennes les plus importantes. Dans la guerre froide, ils ne sont pas que deux alliés, que des clients. Ils deviennent, au fur et à mesure, ils deviennent aussi des vrais acteurs cruciaux et centraux dans la guerre froide, grâce à leur capacité un peu de exploiter leur position stratégique et leurs ressources énergétiques à leur avantage. Ça, pour moi, c'est toujours très, très intéressant. J'ai encore une petite question à vous poser parce que je pense que c'est plutôt une rumeur, mais est-ce qu'il y a eu une aide des pays occidentaux pour renverser le Shah? Parce que c'est un soupçon que beaucoup... oui. Qui est évoqué très souvent en disant que c'était quand même un pays très armé, très structuré, au moins à haut niveau. Elle avait une classe intellectuelle, une industrie assez développée, et c'était assez étonnant du jour au lendemain
devoir basculer de cette manière. Oui, oui, tout à fait. Et l'aspect qui frappé le plus les historiens à propos de ce que vous dites, c'est vraiment l'aspect militaire. Je disais tout à l'heure, l'armée iranienne occupait le 5e rang mondial en temps des forces de frappe et de taille en 1978. Et quelques mois après, on a la révolution, on a de petits groupes d'étudiants capables d'échanger tout ça, d'arriver à gagner une victoire sur le terrain. Ce n'est pas qu'une victoire politique. Et donc, on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont arrivés à gagner cette victoire? Est-ce qu'ils avaient effectivement derrière des puissances occidentales qui ont joué un rôle dans la révolution? Moi, je suis plutôt, comment dire, sceptique à donner un rôle aussi grand aux puissances occidentales. Et c'est pour ça que dans mon intervention, j'ai souligné pas mal de fois cette fait que, oui, c'est vrai, les États-Unis renoncent à toute forme d'influence dans la politique intérieure de l'Iran. Mais ce n'est pas grâce à ça que les forces révolutionnaires arrivent à s'imposer sur le régime de Shah. Moi, je trouve que la révolution iranienne reste primairement un phénomène de politique intérieure. Après, on peut dire le manque d'aide de la part des pays occidentaux vers le Shah, c'est un peu ça qui devient un peu en aide vers les forces révolutionnaires. Parce que c'est ce que le Shah s'attendait, et on a toute la correspondance diplomatique, on a tout ça qui nous confirme cette phénomène. Le Shah s'attendait vraiment de donner un coup de fil à Jimmy Carter, et Jimmy Carter aura envoyé l'armée américaine, ou plutôt en aide important, service secret, n'importe quel type d'aide, pour soutenir son régime. Mais ça, ce n'était pas le cas. Jimmy Carter était bien engagé dans les négociations dont on parlait tout à l'heure, les négociations entre l'Égypte et Israël en 1979. Donc l'Iran est resté évidemment en priorité, ça c'est sûr, mais ce n'était pas dans l'agenda américain d'intervenir directement au soutien de Shah. Et ça devient, dans un certain sens, ça devient un peu une forme d'aide pour les forces révolutionnaires. Parce que le Shah s'était toujours attendu d'avoir vraiment une aide concrète de la part des pays occidentaux. Et ça, ce n'est pas du tout le cas en 1979. Mais je n'irai pas aussi loin en disant on a aussi de vraies aides militaires ou politiques de la part de la France, de la Grande-Bretagne. Ce que vous dites, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens, je suis tout à fait d'accord. Oui. Oui, c'est une question au sujet de l'expression, et plus que l'expression, gendarme du Golfe, pour protéger les intérêts américains dans la région. Mais les États-Unis avaient déjà un allié privilégié en Saoudi. Donc, pourquoi exactement je ne vois pas l'Iran aller à l'encontre protéger les Américains contre l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est très intéressant parce que ça me permet d'aborder la question de la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran dans ce contexte des années 70. En anglais, on appelle ça la politique two pillars policy, la politique des deux piliers. Bon, merci beaucoup. La question qu'on se pose chaque fois, c'était est-ce que c'était vraiment une politique des deux piliers ou c'était plutôt une politique pro-iranienne avec on dira une relation préférentielle avec Riyad à côté de ça. Et ça, c'est un peu mon interprétation à moi. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite était sans doute un des alliés les plus proches des États-Unis. Déjà pour des questions énergétiques et en plus parce que c'était une relation plus historique par rapport à celle avec l'Iran. On l'a dit tout à l'heure, les États-Unis restent pour longtemps une puissance éloignée par rapport à l'Iran.
quand en fait, quand il s'agit de l'Arabie Saoudite, on a déjà, à partir des années 30, on a une forme de amitié plutôt importante. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas capable de donner les mêmes garanties que Téhéran quand il s'agit de protéger les intérêts américains dans la région. Et pourquoi ça? Mais déjà, il y a un différent, on dirait un niveau militaire différent. L'Iran, on l'a dit tout à l'heure, 5e puissance mondiale au niveau de sa force de ses forces armées. Donc déjà ça, c'était pas du tout le cas de l'Arabie Saoudite. En plus, l'emplacement stratégique, l'Iran, et on l'a dit tout à l'heure, même en parlant de la situation après la fin de la guerre froide, reste, Kissinger disait, un clé de voûte. C'est un peu le centre de tout projection stratégique qu'on peut faire dans la région. Sans l'Iran, on va de nulle part. Et c'est pour ça, on revient à la question que la dame posait tout à l'heure, c'est pour ça que les États-Unis avaient absolument besoin de l'Iran quand il s'agissait de faire une campagne militaire en Afghanistan, en Irak. Et c'est pour ça qu'ils cherchent toujours l'aide iranienne quand il s'agit de essayer de attaquer Daesh. L'Arabie Saoudite reste absolument centrale, cruciale quand on parle d'équilibre énergétique, quand on parle d'équilibre dans l'OPEP. Ça aussi, c'est absolument important à évoquer. Mais je crois que dans l'administration Nixon, la possibilité de mettre toute la responsabilité de la sécurité régionale sur les épaules de l'Arabie Saoudite, ça n'était jamais une question vraiment. Et évidemment, ça a eu c'est là où des conséquences importantes, même par rapport aux relations entre Téhéran et Riyad. Et ça, c'est toute une autre histoire, à mon avis, intéressante, évidemment. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur la politique de libéralisation mise en place par le Shah? Est-ce qu'elle était parallèle, enfin concomitante à sa politique d'austérité? Et est-ce que le lien, justement, austérité et libéralisation, est-ce que ça a pu déclencher Merci beaucoup. Oui, moi, je l'ai mise ensemble pour des questions de praticité dans mon intervention, mais c'est vrai qu'on part d'initiatives tout à fait différentes. D'un côté, on a l'austérité, notamment vers les bazaris, donc vers les commerçants iraniens qui se sont vus attaqués par le Shah dans une campagne qu'en anglais on appelle anti-profiteering, c'est-à-dire contre le profit de la façon de faire les affaires, en fait, des bazaristes. Et ça, c'est une première initiative lancée par le Shah. On est dans 1975-1976, plus ou moins. De l'autre côté, il y a une tentative de lancer un processus de libéralisation. Ça aussi, certains commentateurs ont lié ça aux élections de Carter à la présidence américaine, en disant, c'était un peu la même histoire avec Kennedy au début des années 60. On a un président américain démocrate qui pousse vis-à-vis de tiers-monde pour lancer des processus de libéralisation, pour se présenter aussi comme un élément d'encouragement pour ces processus, et dont le Shah a réagi en lançant ces processus même. Moi, encore une fois, je suis toujours un peu... J'essaye de pas trop, mélanger des éléments de politique étrangère et des éléments de politique intérieure, en disant l'Iran avait bien sûr sa propre, ses équilibres intérieurs, ses dynamiques intérieures très claires. Donc, il s'agit d'initiatives qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ils sont prises plus ou moins en même temps parce que le Shah
a un peu tout essayé à la fin. La libéralisation, c'est typique. En plus, il était lui-même malade, donc il savait qu'il fallait vraiment essayer plusieurs choses pour retrouver sa base de soutien, renforcer sa base de soutien. Donc, il essaie de lancer ces 2 campagnes, mais l'effet, c'est de se aliéner les Bazari, qui restait un des classes sociales qui faisaient partie de sa base de soutien. Et de l'autre côté, avec la libéralisation, en anglais, on dit « too little, too late », trop peu, trop tard. Donc, il a même eu l'effet contraire. Pourquoi ? Parce qu'il a donné l'impression qu'il voulait en fait s'engager dans un processus comme ça, mais finalement, il n'a pas eu ni le temps ni l'énergie politique de le poursuivre dans une façon, dans une façon réelle et capable de changer la situation à la veille de la Révolution. Je voudrais, si c'est possible, que vous précisiez aussi autre chose. Vous parlez des Bazari, c'est-à-dire les commerçants qui sont très très riches. C'était une classe à part et qui ont aussi beaucoup soutenu la Révolution. Et parmi ces gens-là, dans le passé, il y avait beaucoup de gens qui étaient du côté de Mossadegh. Et il y a quand même une chose, il me semble, enfin si je ne me trompe pas, parce que c'est vous qui connaissez bien ce dossier, il me semble que le revenu pétrolier, quand il a beaucoup augmenté, en parallèle, l'entourage du Shah s'est investi dans les affaires et il y a eu tout un climat de corruption autour du Shah. Tout à fait, oui. Et cette richesse n'a pas été partagée avec les Bazari. Et ça coïncide avec ce que vous dites avec l'austérité. Oui. Parce que l'austérité était pour un tout petit peu les freiner parce qu'ils étaient mécontents. Donc, alors, je ne connais vraiment pas enfin, je le devine, mais je ne le connais pas. Mais je pense que cette austérité était concomitante avec tous les problèmes de l'entourage du Shah, qui avait une richesse énorme. Et puis l'autre point, c'est la différence de niveau social entre les riches et les pauvres, avec ce phénomène de couronnement qui a exacerbé Persépolis, qui a exacerbé les gens, alors que il y a eu plusieurs choses comme ça qui étaient beaux en soi-même, parce que il y avait beaucoup de fantaisie dedans et tout ça, mais en même temps, il a négligé la base populaire et ses croyances, parce qu'il y a des choses qui allaient beaucoup trop vite pour eux. Par exemple, dans le Festival d'art de Shiraz, il y a des choses qui se sont passées qui étaient vraiment pas du tout adaptées à la majorité des gens. Je veux dire, il y a eu des petits conflits qui se sont ajoutés. Oui, mais en partant de votre deuxième question, il y a une anecdote on cite chaque fois qu'on parle de Persépolis. Il y avait tous les pays représentés sauf l'Iran. C'est un peu ça qu'ils disent en parlant de ces cérémonies qui ont eu lieu en 1971 en célébrant l'empire persien. Et c'est-à-dire qu'il y avait tous les chefs d'État en venant de tout le monde, mais il manquait la population iranienne qui n'était pas présente. Ils ont décidé de faire ça dans un endroit vraiment isolé. Et ça aussi parce qu'ils savaient qu'en fait, cette opposition au régime commençait à prendre soutien. Ils savaient bien qu'il fallait il fallait organiser une manifestation de ce type bien loin de tous les risques possibles d'une manifestation populaire. Donc ça déjà, c'est une anecdote, c'est un épisode, mais ça montre très clairement l'esprit qu'il y avait à cette époque. Un peu cet esprit de se projeter sur la scène internationale
comme un pays moderne. C'était un peu l'obsession de Shah, un pays moderne, un pays capable d'être compétitif au niveau militaire avec toutes les autres puissances mondiales, mais qui par contre n'était pas du tout capable de gérer, de repenser les relations intérieures entre la population et la classe dirigeante. Et en venant à votre deuxième question, c'est tout à fait le cas. Vous parliez de ces phénomènes économiques dans lesquels en fait on a les Bazaris qui se voient dépossédés de leur pouvoir économique à l'avantage de l'entourage de Shah. Et ça, c'est un phénomène qui commence déjà à la fin des années 60. On a en fait, pendant les années 60, c'est une période de planning économique très efficace en fait en Iran. Cette croissance qu'on mentionnait tout à l'heure, c'était pas qu'une croissance basée sur les revenus pétroliers, c'était une croissance aussi basée sur une forme de planning économique sans précédent dans l'histoire de l'Iran. À un moment donné, le Shah se rend compte qu'en fait, cette forme de planning donne de pouvoir autour de centres alternatifs de lui, au ministère de l'économie, au NIOC, c'est-à-dire à la Compagnie nationale pétrolière. Et tout ça, ça lui évoque la mémoire de 1953, quand il avait permis à son premier ministre, donc à Mohamed Mossadegh, en fait de mettre en question sa position de dirigeant unique de l'Iran. Et donc, c'est ce qu'il fait à partir de la fin des années 60, c'est de recentrer tout le pouvoir dans ses mains. Et dans les Bazaris, c'est un peu le dernier groupe dans cette dynamique, mais ça fait quand même partie de cette stratégie de Shah. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la compagnie pétrolière, il y a tous les protagonistes de ce planning économique des années 60, il y a le ministère de l'économie, il y a toutes les potentielles sources de pouvoir alternatifs à ceux de Shah. Et donc, on n'est pas étonné, on n'est pas frappé quand on voit qu'après 1975, on a une réduction temporaire partielle de revenus pétroliers, mais le Shah manque d'un entourage capable de lui donner des alternatives en termes de politique économique, en termes de politique énergétique, qui peut-être aurait aidé le Shah à mieux envisager, à mieux planifier ces initiatives dans la suite, notamment les mesures d'austérité, notamment ces choix en termes de relations politiques, de relations de pouvoir dans son régime. Et après, on a la révolution. Ça, c'est pas pour dire que c'est là qu'on cherche la seule cause de la révolution, mais c'est pour dire que dans cette forme de réduction de toutes les autres formes de pouvoir, tous les autres centres de pouvoir, en fait, on a aussi une des explications les plus importantes quand on cherche de mieux comprendre la révolution. Merci beaucoup pour votre question et pour votre attention aussi.